RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chani, bonjour. Bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui devant le micro d'RCF dans ce rendez-vous mensuel avec les archives diocésaines. Vous êtes dans le diocèse de Nevers, l'archiviste de ce diocèse. Vous êtes laïque en mission ecclésiale. Vous avez reçu une nomination pour effectivement porter cette charge diocésaine et vous nous racontez depuis la rentrée de septembre dans notre grille des programmes locales effectivement, les archives du diocèse de Nevers. Alors, on se souvient de la précédente émission qui s'était attardée un peu sur les enquêtes, les fameuses enquêtes qui nous traduisent effectivement l'atmosphère d'une certaine époque. Nous y reviendrons d'ailleurs un petit peu dans l'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Émission que vous titrez « Le statut du prêtre dans la première moitié du 19e siècle ». Voilà, c'est cela. Après avoir évoqué dans les émissions précédentes l'évolution du diocèse et ses évêques, je voudrais aujourd'hui m'intéresser aux prêtres, curés, vicaires et desservants qui avaient pour mission la sanctification des âmes, dans un contexte statutaire et social bien différent d'aujourd'hui. J'appuie mes propos sur les travaux de l'historien Pierre Pierrard et les faits que j'ai pu rencontrer dans les archives du diocèse. Je me situe donc dans la première moitié du XIXe siècle, essentiellement à la campagne, pendant le régime du Concordat conclu entre Bonaparte et le pape Pie VII, dont j'ai déjà parlé. Le clergé est alors salarié de l'État et dépend étroitement de son évêque. L'évêque est un dignitaire, souvent intransigeant, nommé par le gouvernement, institué canoniquement par le pape. Il est rémunéré 10 000 francs par an et a des pouvoirs très étendus, plus que pendant l'Ancien Régime. Il nomme à toutes les cures et dispose d'une réelle autorité. Relativement isolé de son clergé, on est loin du presbytérium d'aujourd'hui. L'abbé Lamennais a pu parler de despotisme épiscopal. Par le Concordat, le nombre des paroisses est réduit à environ une par canton. Les cures sont de première classe, traitement de 1 500 francs, ou de deuxième classe, traitement de 1 200 francs. Les curés sont inamovibles. À côté, les autres paroisses, appelées succursales, sont confiées à des prêtres, dits desservants ou succursalistes. C'est la majorité des curés de campagne. Ils touchent 500 francs de l'État. La commune doit leur fournir un logement avec un jardin, mais aussi un complément de traitement d'environ 200 francs que nombre de communes refusent de régler. Ces curés desservants peuvent être déplacés au bon vouloir de l'évêque. Lorsqu'il y a un vicaire, il doit obéissance à son curé. Cette différence de statut entre les membres du clergé, sans fondement sur le plan canonique, entraîne rivalités et contestations. Le sort des succursalistes est vraiment difficile, et si la part de l'État augmente un peu au fil du temps, les communes en profitent pour diminuer ou supprimer leur allocation. Les enquêtes de Monseigneur Dufêtre posent la question. La vie matérielle des paroisses est assurée par les fabriques dont les membres sont nommés par le préfet. L'abbé Mathé, curé succursaliste d'Ourouer, a écrit un poème, Le curé de village. Il décrit son presbytère, dont les murs décrépits et battus par les vents branlent au moindre choc sur leurs vieux fondements. Et puis, il ironise sur le pauvre desservant. « Ah, pauvre desservant, voilà comme on te traite. Cours par monts et par vaux, armé de ta houlette, brave comme un apôtre et la pluie et les vents. Partage ton pain bis avec les indigents. Prodigue-leur les soins qui manquent à toi-même. Pour prix de tes bienfaits, n'espère pas qu'on t'aime. » Au début du XIXe siècle, au sortir de la Révolution, le nombre des prêtres est très insuffisant. Ils sont souvent âgés et les crispations sont fortes entre anciens prêtres constitutionnels et réfractaires. Par exemple, à Saint-André-en-Morvan. On fait parfois appel à des étrangers. Mais les séminaires sont rapidement ouverts, dès 1823 à Nevers. En 1834, tous les diocèses ont un grand séminaire.
Il recrute de nombreux adolescents, souvent fils de paysans ou de petits artisans, parfois attirés par la sécurité attachée à un traitement fixe et assuré et à une promotion sociale incontestable, à côté de l'attrait du service de Dieu et de la réalisation d'une haute vocation. Le pic des ordinations en France se situe vers 1830. Le clergé est alors plus nombreux et rajeuni. Quelle était la vie quotidienne précisément des curés de campagne ? Elle était essentiellement difficile, surtout pour les curés de campagne. Au séminaire, on se coupe beaucoup d'instructions, mais peu du ministère qui attend les séminaristes. Le jour de l'ordination, celui de la première messe, sont des moments d'allégresse et de fête. L'installation de la paroisse par l'évêque pour les cures de première ou deuxième classe, par le vicaire général ou l'archidiacre pour un des servants. C'est aussi une journée exceptionnelle. Le nouveau curé prend possession du tabernacle et des vases sacrés, du confessionnal, des portes de l'église et de ses clés, des cloches, des fonts baptismaux et de la chaire. Puis, une messe solennelle clôt la cérémonie et le curé fait distribuer du pain et du vin aux pauvres de la paroisse. Un repas est servi au presbytère. Ensuite, le curé est bien seul. C'est pourquoi les rencontres entre prêtres mises en place dès 1828 par Monseigneur Milot dans la Nièvre sont si importantes. Le diocèse de Nevers se situe dans une zone où monte l'indifférence, où les fidèles sont principalement des femmes. Les missions intérieures se multiplient, encouragées par les évêques. Les desservants à 500 francs se sentent humiliés. Ils ne sont guère soutenus par la population et rien ne les protège d'une dénonciation à l'évêché ou à la préfecture, ni d'un déplacement imposé par l'évêque. À Raveau, par exemple, en 1831, le curé est accusé d'avoir omis de faire prier pour le roi. Le préfet intervient auprès de l'évêque. Anne-Marie Chany, vous nous proposez aujourd'hui d'étudier le statut du prêtre dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, vous êtes, chers auditeurs, à l'écoute d'RCF dans ce rendez-vous mensuel avec les archives du diocèse de Nevers. Anne-Marie Chany, il faut se remémorer, et c'est ce que nous allons faire dans cette seconde partie de l'émission, ce qu'était la France rurale. Vous allez évoquer les fameuses superstitions, mais aussi certaines intolérances de la part des prêtres. Oui, la France rurale est pauvre. La majeure partie de la population ne sait pas lire, parle patois. L'esprit de clocher, les peurs immémoriales, les superstitions sont présentes. Ces conditions n'aident pas à comprendre le sermon du dimanche, ni à apprendre le catéchisme. L'enquête de 1845, lancée par Monseigneur Dufêtre, dont j'avais parlé la dernière fois, interroge les curés sur les superstitions et les usages curieux de leur paroisse. Quelques sondages permettent d'en mesurer la fréquence. Elles sont nombreuses, donc sans importance, écrit le curé d'Alluy. Mais d'autres curés évoquent diverses pratiques de guérison, comme tremper le linge des malades dans la fontaine de Saint-Euphrone à Arquian. On évite de donner du feu le dimanche. Il ne faut rien commencer le vendredi. On croit aux revenants et aux sorciers, à Héry, à Montigny-en-Morvan par exemple. On place une pièce de monnaie dans la main du mort selon un geste traditionnel depuis l'Antiquité. On raconte aussi que le curé de Siers, au début du XIXe siècle, avait le pouvoir d'éloigner la grêle en jetant son chapeau. Pendant la Restauration,
Les prêtres, désormais plus jeunes, se montrent plus intolérants. Certains curés refusent la communion, l'inhumation religieuse, et s'attaquent à ce qu'ils considèrent comme les principales sources des maux spirituels, les cabarets et la danse. D'abord les cabarets. Malgré de nombreux mandements épiscopaux, ils ont retrouvé leur clientèle d'hommes. Et à Nevers, il y en avait 20 en 1789, mais 283 en 1849. Ensuite, la danse et les bals, qui sont l'objet de haine. Un grave incident a eu lieu à Bonnat en mai 1826, comme me l'a signalé l'historien des musiques populaires Jean-François Heinzen. Les documents conservés le décrivent. Un musicien, après plusieurs conflits de même nature avec le curé, vient jouer de sa musette pour faire danser les habitants à la sortie des Vêpres devant l'église le jour de l'Ascension. Il s'est installé dans un arbre, situé dans un champ privé. Le curé, furieux, pose une échelle contre l'arbre et commence à monter et tire le musicien par une jambe, puis il piétine son instrument. Plainte est déposée au tribunal qui se déclare incompétent. Le musicien est condamné aux dépens, le curé est muté dans une autre paroisse et quitte le diocèse 2 ans après. Mais à cette époque, dans cette première moitié du XIXe siècle, le curé n'avait-il pas de satisfaction ? Si, quelques moments lui apportent satisfaction et réconfort. Certaines fêtes liturgiques, Noël, la fête des rameaux qui est souvent très suivie, la fête de Pâques, ainsi que les processions traditionnelles d'érogations de la Saint-Marc, de la Fête-Dieu mentionnées dans l'enquête de Monseigneur Dufêtre. Il faut y ajouter les visites de Monseigneur à l'occasion des confirmations ou de tournées pastorales. Malgré les difficultés matérielles des voyages, à cheval ou en voiture sur de mauvais chemins, les évêques se déplacent. Cette journée est toujours un événement pour la paroisse et les environs, souvent décrit par les curés dans le registre paroissial qu'ils doivent tenir selon les recommandations de Monseigneur Dufêtre. Escorte de la voiture du prélat, arc de triomphe, compliments du maire et du curé, rue décorée, jonchée de fleurs, procession jusqu'à l'église où l'on chante un Te Deum. L'évêque bénit les enfants et les fidèles tout le long du trajet. Après la cérémonie, la journée se termine par un dîner au presbytère ou au château, avec Monseigneur, sa suite, le curé doyen du canton et d'autres prêtres et notables. Pour le desservant, qui le plus souvent ne connaît pas ou mal sa grandeur et doit en outre préparer la chambre de Monseigneur, ces visites sont une épreuve et une source de dépenses considérables, même si c'est pour lui un réconfort moral. Ainsi, malgré toutes les difficultés, le bon curé, dont la vie se déroule pour l'essentiel à l'église et au presbytère, s'efforce d'accompagner ses fidèles du berceau au cercueil. Et je voudrais simplement mentionner le nom de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, mort en 1859, qui donne à l'humble fonction de desservant rural un rayonnement jamais atteint. Au milieu du XIXe siècle, le rôle social du clergé commence à être contesté et la nécessité d'une autre pastorale se fait jour. Merci beaucoup pour cette émission et ce cycle radiophonique que vous offrez aux auditeurs, auditrices d'RCF, Anne-Marie Chiani, en tant qu'archiviste du diocèse de Nevers. Vous avez une proposition à nous faire pour la prochaine émission ? Oui, je vais parler du successeur de Monseigneur Dufêtre, l'évêque Monseigneur Forcade, évêque de 1860 à 1873, date où il est promu archevêque d'Aix-en-Provence. C'est lui qui a accueilli Bernadette dans le diocèse de Nevers. Merci pour cette proposition. Donc à bientôt sur RCF, Anne-Marie Chiani.